toutes et à tous. Avant de nous pencher sur l'histoire de la Première République, il nous faut revenir quelque peu en arrière afin de comprendre en quoi l'instauration de cette Première République met fin à des siècles de monarchie et signe la chute de l'Ancien Régime. Au XVIIIe siècle, en France, nous vivons donc dans une société d'Ancien Régime. Ce terme désigne la France d'avant la Révolution française. Une société où le roi concentre tout, absolument tous les pouvoirs. On parle alors de monarchie absolue. Le roi possède la royauté absolue de droit divin, c'est-à-dire que le roi tient sa couronne de Dieu et n'est responsable que devant Dieu. Son autorité ne peut être remise en cause. Contester le roi, c'est contester l'autorité de Dieu, ce qui est inenvisageable. Dans ce cadre, les Français sont considérés comme des sujets et non comme des citoyens. Les Français étaient officiellement répartis en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les 2 premiers ordres, le clergé et la noblesse, étaient privilégiés. Ils possédaient des privilèges que ne possédait aucunement le tiers-état. Le tiers-état, qui représentait 98% de la population, ne possédait donc aucun droit et aucun privilège, mais payait les impôts et n'avait que des devoirs. Cette société d'Ancien Régime, de monarchie absolue, était donc profondément inégalitaire. Mais en 1789, la France connaît une grave crise économique et sociale. Le peuple a de plus en plus de mal à se nourrir. Alors, le roi, Louis XVI, afin de régler les problèmes financiers du pays, décide d'organiser une assemblée extraordinaire réunissant les 3 ordres, noblesse, clergé et tiers-état. Cette assemblée est appelée les États généraux. Le 5 mai 1789, ces États généraux ont lieu. Les 3 ordres sont amenés à voter des solutions face à la crise. Mais les dissensions arrivent vite. Les députés, représentants du tiers-état, pourtant les plus nombreux, ne possèdent pas la majorité et se retrouvent toujours perdants face aux 2 autres ordres. Dans ce contexte, ils se révoltent. Les États généraux sont dissous. Un mois plus tard, le 20 juin 1789, les élus du tiers-état organisent une nouvelle assemblée, l'Assemblée nationale constituante. On l'appelle constituante parce qu'elle a pour objectif de rédiger une nouvelle constitution. L'idée est que la souveraineté, le pouvoir, ne doit plus être détenu par le roi, mais par cette même assemblée constituante, représentante de la nation. Alors, les événements révolutionnaires se succèdent et se bousculent. Ainsi, le 26 août 1789, l'Assemblée nationale vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration affirme de nouveaux principes politiques et sociaux. Elle établit de nouveaux droits, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'égalité des individus devant l'impôt et l'égalité devant la justice. Aussi peut-on lire dès l'article 1 que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cette déclaration des droits de l'homme trace les grandes lignes de la future constitution de la Première République. Dans ce contexte, le roi n'a plus qu'un pouvoir très limité. Mais Louis XVI refuse ces changements. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu? Aussi décide-t-il de s'enfuir et de se rendre en Autriche, pays natal de son épouse Marie-Antoinette, pour y trouver une aide politique et militaire. Il souhaite organiser ses troupes et imposer à nouveau son autorité dans son royaume. Cependant, il est reconnu sur la route qui le mène vers l'Autriche. Il est arrêté à Varennes et ramené à Paris par l'armée. Face à cela, l'Assemblée nationale vote le 3 septembre 1791 une première constitution. Elle est fondée sur le principe de séparation des pouvoirs. Mais la France n'est pas encore une république. C'est alors une monarchie constitutionnelle. Monarchie car le roi reste en place, mais constitutionnelle car cette constitution limite les pouvoirs du roi. Cependant, le peuple français ne l'entend pas de la même oreille et s'est senti trahi par la fuite de Louis XVI. La fuite à Varennes marque une rupture entre le roi et le peuple, qui exige sa destitution. Les révoltes s'enchaînent et deviennent de plus en plus virulentes. D'autre part, les nobles qui ont fui le pays mobilisent les monarchies étrangères et européennes pour renverser la Révolution française. Les rois d'Europe, craignant que la Révolution se propage, finissent par s'unir et déclarent la guerre afin de remettre Louis XVI sur le trône. En réaction, le 10 août 1792, les sans-culottes, les révolutionnaires issus du peuple parisien, prennent d'assaut le château des Tuileries où réside Louis XVI et sa famille. Le monarque est alors arrêté, emprisonné et déchu. Pour conclure, ce 10 août 1792 marque la chute définitive de l'Ancien Régime et de la monarchie en France, et ouvre la voie vers la Première République. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.